La Chine vient de porter un coup décisif à notre économie, un coup que personne n'avait vu venir et qui pourtant trouve son origine dans une erreur commise 10 ans plus tôt, une faille que Pékin a observée en silence avant d'en faire son point d'entrée. Pendant près de 20 ans, le grand méchant loup du commerce physique en Europe portait un seul nom, Amazon. C'est lui qui faisait trembler les libraires, les magasins d'électroménager, les boutiques de centre-ville. Sauf que malgré son pouvoir, Amazon a échoué sur un point précis, réussir à ouvrir massivement ses propres magasins en Europe. Pourtant, le 10 novembre 2025, retenez bien cette date, un autre acteur d'une autre nationalité a réussi là où Amazon a toujours échoué. JD.com, géant chinois du e-commerce, vient de mettre discrètement la main sur 22% du capital de Fnac Darty. La Chine détient désormais aujourd'hui plus d'actions dans le premier libraire de France que la France elle-même. Et le plus stupéfiant dans tout ça, c'est que ni la direction du groupe, ni le gouvernement français, personne n'a pu s'opposer à ce rachat. Alors comment une entreprise chinoise a réussi à contourner le système pour entrer dans notre géant de la culture? Quels plans ont-ils réellement derrière la tête? Préparez-vous à plonger dans les coulisses d'un groupe sous haute tension. Bienvenue chez Fnac Darty. Mais juste avant de continuer, j'ai un message pour tous ceux qui aimeraient utiliser les meilleurs modèles d'IA sans exploser leur budget. Notre partenaire Mammouth AI est une plateforme française qui réunit en un seul endroit tous les meilleurs modèles du marché. Quand je dis tous, je parle du nouveau Claude, GPT-5, Gemini, Mistral, Grok, DeepSeek, Nano Banana, Stable Diffusion. Au total, vous accédez à plus d'une dizaine de modèles différents mis à jour en permanence, le tout pour seulement 10 € par mois. Oui, 10 € quand on sait qu'un abonnement à ChatGPT coûte déjà 20 $ à lui seul. C'est assez fou. Ce que j'aime particulièrement, c'est la fonction reprompting qui permet de passer d'un modèle à l'autre en un seul clic sur la même réponse. Vous pouvez aussi créer vos mammouths personnalisés, des prompts qui s'appliquent automatiquement à toutes vos requêtes, quel que soit le modèle utilisé. Et surtout, vos données sont hébergées en Europe et les modèles ne sont pas entraînés dessus. Le lien est en description et on reprend. Pour comprendre le coup de génie de JD.com, il faut d'abord remonter 10 ans en arrière, un moment où la France pensait encore contrôler son paysage économique. En 2015, la Fnac et Darty affichaient un volume d'activité plutôt similaire, autour de 4 milliards de chiffre d'affaires pour la Fnac et un peu moins pour Darty, sur le papier donc deux poids lourds de la distribution française, mais derrière ces chiffres, leur histoire part dans deux directions opposées. La Fnac, avec environ 180 magasins, vient de terminer sa restructuration. Après des années de réduction de coûts, elle renoue enfin avec les bénéfices, un vrai résultat net positif, une marge opérationnelle qui respire à nouveau et surtout un retour sérieux de la trésorerie. Darty, en revanche, c'est un autre monde. Près de 400 magasins en France, en Belgique et aux Pays-Bas, un paquebot de la distribution incontournable, visible partout, mais économiquement, sa structure commence à montrer ses limites. La rentabilité s'est effondrée, le résultat opérationnel frôle le zéro, la dette gonfle et chaque magasin coûte de plus en plus cher à faire tourner. Donc deux groupes qui semblent solides en apparence, mais qui de l'intérieur n'ont plus vraiment les moyens de faire face seuls à la nouvelle économie. Dans ce contexte, Alexandre Bompard, alors jeune PDG ambitieux de la Fnac, se dit qu'il est peut-être temps d'arrêter de subir. Peu à peu, une conviction s'impose à Bompard. Pour exister face aux géants mondiaux, il faut se renforcer. S'allier à Darty n'est plus un pari audacieux, c'est une opportunité industrielle. Sur le papier, la vision est brillante, réunir deux marques françaises iconiques pour créer un acteur capable de devenir dès le premier jour un champion européen multispécialiste. Un autre élément pèse dans la balance, la famille Pinault veut partir. En 2015, le holding Artémis détient encore 38,66% de la Fnac, mais l'état d'esprit est déjà ailleurs et ça depuis longtemps. Leur avenir est dans le luxe, pas dans la distribution. Les marges de Gucci s'envolent, celles de la Fnac sont plus réduites et c'est là qu'une fusion devient paradoxalement l'occasion parfaite. Une Fnac seule est trop petite pour espérer une belle sortie, trop fragile pour intéresser un acheteur sérieux, mais une Fnac fusionnée avec Darty, c'était l'occasion d'un groupe
plus gros, plus visible, plus solide et potentiellement beaucoup plus valorisable. La Fnac se lance dans un mouvement qui va bousculer le secteur, une offre publique d'achat sur Darty, alors cotée à la Bourse de Londres. L'offre d'abord pacifique tourne rapidement à la bataille lorsque Conforama tente de surenchérir avec une contre-offre. Pendant plusieurs mois, Darty devient le terrain d'un duel boursier inédit. Finalement, c'est bien la Fnac qui l'emporte et le 18 juillet 2016, l'autorité de la concurrence donne son feu vert définitif. La fusion est validée et les deux groupes commencent leur intégration sous le nom que l'on connaît désormais. En 2017, lors de la première année effective, les synergies promises commencent à se matérialiser et le groupe affiche une progression nette de son résultat opérationnel. Cette dynamique se reflète immédiatement en bourse. L'action enregistre une envolée spectaculaire portée par un marché qui découvre un acteur plus robuste que prévu. La fusion annoncée comme un pari risqué devient, aux yeux des investisseurs, un véritable moteur de valeur. Cette envolée boursière ne passe évidemment pas inaperçue auprès de l'un des actionnaires historiques. En juillet 2017, au moment où l'action Fnac Darty atteint l'un de ses plus hauts niveaux depuis la fusion, la famille Pinault décide alors de saisir l'opportunité. Artemis Lore Holding revend alors l'intégralité de sa participation, environ 24% du capital du nouveau groupe, à Ceconomy, le mastodonte allemand de l'électroménager. Un timing presque parfait, un an pile après la fusion, au moment même où le cours de bourse est au plus haut, une fenêtre idéale pour sortir proprement. Ceconomy, tout juste séparé du géant Metro, veut devenir le numéro 1 européen de la distribution électronique. Il voit dans Fnac Darty un futur pilier de son propre empire. Synergie d'achat, coopération logistique, mutualisation. L'idée de départ est simple, bâtir une sorte de plateforme européenne commune, sans rachat total mais avec assez d'influence pour orienter la stratégie. Sauf qu'un problème de fond apparaît, Ceconomy est loin d'être aussi solide qu'il l'imaginait. Chaque année, le géant allemand affiche plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais sa rentabilité reste dérisoire. Dès 2018, les coûts de restructuration et la transition vers le digital grignotent tout le bénéfice. Le groupe gagne de l'argent, mais tellement peu qu'il suffit d'un dérapage pour tout effacer. Puis arrive 2020, la pandémie ferme les magasins, les charges fixes explosent, les dépréciations tombent et Ceconomy bascule brutalement dans de lourdes pertes. Le rebond de l'e-commerce en 2021 le ramène dans le vert mais sans régler le problème structurel, une marge nette si fine qu'un simple choc d'inflation suffit à replonger les comptes dans le rouge comme en 2023. Fnac Darty dépend donc partiellement d'un actionnaire étranger malade. Il suffit maintenant qu'un acteur externe ait assez de patience, d'argent et de stratégie pour que toute la structure bascule. Et cet acteur, c'est JD.com, l'un des empires chinois les plus redoutés du e-commerce. Fondée en 1998, l'entreprise a généré près de 160 milliards de dollars de ventes en 2024, qui en fait la troisième plateforme en Chine, derrière Alibaba et le groupe PDD Holding, propriétaire de Temu. Elle exploite des entreprises robotisées de plusieurs centaines de milliers de mètres carrés, une gigantesque flotte logistique et une promesse unique en Chine, livrée en moins de 24 heures partout. Leur terrain de jeu, les produits tech, l'électronique, la mode, la santé, l'alimentaire, ils maîtrisent toute la chaîne de l'achat à la livraison. À l'étranger, JD s'est déjà implanté via des plateformes spécialisées en Asie du Sud-Est et multiplie aujourd'hui les partenariats logistiques avec Walmart aux États-Unis. Si JD.com regarde l'Europe avec autant d'appétit, c'est aussi le résultat du contexte économique chinois. Depuis 3 ans, la Chine traverse une série de secousses majeures, un marché intérieur qui ralentit, une crise immobilière qui détruit la confiance des ménages, un chômage des jeunes qui explose, des restrictions technologiques imposées par Washington et une concurrence interne féroce entre géants du e-commerce. Dans ce paysage fragilisé, l'Europe devient plus qu'un marché, un exutoire stratégique. C'est un continent riche, vieillissant, saturé de consommation, avec un pouvoir d'achat globalement supérieur à celui de la Chine et surtout un espace où les infrastructures sont déjà construites.
Car malgré ses performances, Ceconomy reste tout de même un géant impossible à ignorer, plus de 50 000 salariés, un réseau tentaculaire de plus de 1000 magasins, dont des centaines de MediaMarkt et de Saturn répartis en Allemagne, en Espagne, en Italie, un maillage que personne en Europe n'a réussi à reproduire. Cette présence physique massive lui donne un poids institutionnel énorme, un siège où à chaque table se discute l'avenir de la distribution, mais surtout Ceconomy détient aussi un actif que beaucoup sous-estiment, les 22% de Fnac Darty achetés en 2017, un bloc stratégique déjà payé, déjà consolidé et qui fait d'eux un acteur de la gouvernance du groupe français. En 2025, JD.com lance alors une offre publique d'achat sur Ceconomy valorisée autour de 2,2 milliards d'euros à la bourse de Francfort. Mais contrairement à une OPA bruyante, ils ne partent pas à l'assaut du marché en un seul coup, ils avancent bloc par bloc en rachetant un à un les actionnaires les plus vulnérables. Le contexte les aide, certains investisseurs sont épuisés par des années de marge trop faible, d'autres veulent sortir du secteur de l'électronique et plusieurs fonds préfèrent encaisser une prime immédiate plutôt que de rester coincés dans une entreprise secouée par l'inflation, le e-commerce et la dette. JD.com récupère d'abord ces blocs-là. Chaque acquisition réalisée est publique, mais elles se font dans le bruit des annonces boursières. Pourtant, leur progression suit une logique redoutablement efficace. À 30%, ils peuvent bloquer certaines décisions majeures. À 50%, ils contrôlent le groupe jusqu'au moment où, sans bruit, JD.com dépasse les 70% de Ceconomy. À partir de ce seuil, le droit allemand attribue automatiquement un contrôle total et le destin de Ceconomy passe sous l'influence directe de JD.com. En Allemagne, tout ça est parfaitement légal tant qu'ils déclarent leur seuil, suivent la procédure d'offre publique d'achat et ne touchent pas à un secteur classé sensible. Alors, le 10 novembre 2025, quand la dépêche tombe, à Bercy, l'ambiance n'a rien d'un simple vendredi après-midi. Pour le ministère de l'économie, c'est une entrée en force par procuration dans un secteur culturel, commercial et logistique crucial. Fnac Darty n'est pas un simple commerce, c'est la première place française dans le livre, la musique, la culture, un acteur au cœur de la diffusion culturelle et surtout une base de données gigantesque sur les habitudes et les goûts des Français. Des millions d'achats, des historiques de navigation, plus de 10 millions d'adhérents, des données sur les habitudes culturelles, des données bancaires via les achats récurrents. Sauf qu'en Chine, depuis 2017, la loi sur le renseignement national impose à tout citoyen ou organisation de coopérer avec les services de renseignement et de leur fournir un soutien, une assistance et une coopération lorsqu'ils le demandent. En clair, tout ce qui entre dans l'écosystème de JD.com peut en théorie être requis par les autorités chinoises si la loi le demande. C'est exactement l'inverse de l'esprit du RGPD européen qui vise à empêcher la sortie de données sensibles hors de l'Union. Et c'est exactement là où toute la subtilité de cette opération tient au fait qu'elle s'est jouée en Allemagne. L'Allemagne ne classe pas la distribution d'électronique grand public parmi ses secteurs sensibles et sa culture économique est historiquement moins interventionniste que celle de la France. Tant que JD.com respectait le droit allemand des OPA, Berlin n'avait aucune raison de s'y opposer, là où Paris aurait probablement adopté une position beaucoup plus ferme si l'opération avait eu lieu directement en France. Pour autant, l'arrivée indirecte d'un acteur chinois dans un secteur culturel stratégique active le contrôle français des investissements étrangers. En prenant plus de 70% de Ceconomy, JD.com acquiert une influence indirecte d'environ 15% des droits de vote de Fnac Darty, au-delà du seuil clé des 10%, l'un des critères qui déclenche automatiquement l'examen de Bercy. L'opération a donc bien été analysée par Bercy, mais ce contrôle reste limité par un point essentiel. JD.com n'a pas acheté des actions françaises, mais une société allemande, donc européenne, qui détenait déjà 22% de Fnac Darty. La France peut encadrer les effets en France, mais elle ne peut pas annuler une décision prise sur le sol allemand. Si JD.com avait tenté d'entrer directement sur la place de Paris ou via une société hors UE, l'issue aurait sans doute été radicalement différente. L'IEF se serait appliqué dans toute sa rigueur et Bercy aurait eu le pouvoir non seulement
seulement d'imposer des conditions très strictes, mais aussi de refuser l'entrée du groupe chinois dans un secteur jugé stratégique. Bercy se retrouve cantonné à un rôle défensif en posant des conditions, pas de montée au capital, pas de siège au conseil, pas d'accès aux données sensibles, pas d'influence sur les choix culturels, pas de rôle dans les nominations, pas de contrat stratégique sans validation française. Officiellement, c'est rassurant, politiquement, c'est vendeur, médiatiquement, ça apaise, mais économiquement, un actionnaire dormant, ça n'existe pas vraiment. On veut nous faire croire que JD.com restera un spectateur, mais même sans siège au conseil d'administration, JD.com peut suivre les décisions, peser à travers ses alliances, agir via les pactes d'actionnaires, voter en assemblée générale et influencer la trajectoire du groupe. L'influence n'a pas besoin d'être visible pour être réelle. Et surtout, Fnac Darty a aussi besoin d'investissement, d'alliances, de partenariats. Un acteur qui pèse 1/5 du capital, même dormant, participe de fait à ce jeu. Dans la presse aujourd'hui, un nom revient partout, Daniel Kretinsky. Le milliardaire tchèque est présenté comme le dernier rempart capable de contrebalancer la montée de JD.com. Si je ne vous en ai pas parlé jusqu'à ici, ce n'est pas un oubli, c'est volontaire parce que son coup est sans doute l'un des plus malins de toute cette histoire. Au moment où Ceconomy rachète la participation de la famille Pinault, on a l'impression d'assister à un simple passage de relais entre deux actionnaires. En réalité, c'est un vrai basculement de pouvoir. D'un côté, les Pinault s'en vont, leur avenir est dans le luxe, pas dans la distribution. De l'autre, Alexandre Bompard termine sa mission. Une nouvelle direction prend les commandes avec un actionnaire allemand qui arrive au sommet du cycle au moment même où tout semble au plus haut. Sauf que derrière l'euphorie, les faiblesses vont très vite apparaître, le secteur est sous pression, Amazon casse les prix et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ceconomy se révèle beaucoup moins solide que prévu et le cours commence à s'effriter. C'est là que Kretinsky entre en scène. Lui ne paye pas au plus haut, il attend que le marché doute, que le titre décroche, que l'allemand soit coincé avec une participation achetée trop chère, puis via sa holding Vesa, il ramasse méthodiquement les blocs d'actions que les autres lâchent. En quelques années, il devient le premier actionnaire de Fnac Darty dépassant les 20%, puis 28,3%, frôlant ainsi le seuil symbolique des 30%. Autrement dit, pendant que la famille Pinault sort au meilleur moment et que Ceconomy se retrouve piégée, Daniel Kretinsky s'installe exactement là où il faut, au bon prix, au bon timing. Et pendant que JD.com avance sur Ceconomy, c'est lui qui reste la seule force capable de rééquilibrer le capital du groupe français. Sauf que Kretinsky, c'est un homme d'affaires, c'est pas son rôle de défendre les intérêts de la France. Il est là parce que ça correspond à sa propre stratégie d'investissement, la même qui l'a conduit à entrer dans Casino, Le Monde ou même dans de multiples actifs énergétiques et logistiques en Europe. Donc si Kretinsky apparaît aujourd'hui comme le dernier rempart, c'est aussi parce que nous n'avons plus d'acteurs français capables de jouer ce rôle. Nos fortunes ont quitté l'industrie, nos fonds ne prennent plus de position de long terme et l'État n'a plus les moyens d'intervenir. Et c'est peut-être ça aujourd'hui le vrai drame de cette affaire. Nous n'avons plus les moyens ni les forces pour protéger nous-mêmes nos entreprises, nos données, nos réseaux, notre culture. Oui, le groupe est dirigé par des dirigeants français et dispose d'un actionnariat éclaté qui limite les agissements, mais pendant 30 ans, la France et l'Europe ont laissé tout simplement filer leurs entreprises stratégiques en croyant participer à un grand échange équilibré. On a ouvert nos portes aux États-Unis, persuadés que la mondialisation était un jeu donnant-donnant. En réalité, nos turbines, nos infrastructures critiques, notre cryptographie, nos clouds, nos données ont glissé sous influence américaine. Mais ce qui se produit aujourd'hui avec la Chine est d'une toute autre nature. Ce n'est plus un simple rachat d'entreprise, c'est l'implantation directe d'un système économique étranger au cœur de nos infrastructures physiques. Avec l'arrivée de JD.com dans Ceconomy, la Chine ne rachète pas un site e-commerce, elle met un pied dans 1500 magasins au contact direct des consommateurs européens, de leur comportement, de leur goût, de leur flux culturel. Et dans cette économie moderne, un magasin n'est
plus un lieu qui vend, c'est une machine à capter de la donnée. Chaque passage en caisse, chaque retour produit, chaque recherche sur une borne, chaque page consultée sur une appli génère des millions de signaux comportementaux. Dans un monde où la donnée culturelle vaut plus que les stocks, contrôler un réseau physique, c'est contrôler l'infrastructure émotionnelle d'un pays, ce qu'il lit, ce qu'il écoute, ce qu'il regarde, ce qu'il compare, ce qu'il abandonne, ce qu'il finance. Et le scandale Shein au BHV n'a fait que révéler ce que beaucoup refusaient de voir. La Chine n'a plus besoin de convaincre, elle occupe déjà l'espace commercial. Temu, Shein, AliExpress inondent le marché européen de produits souvent défectueux, vendus à des prix impossibles à suivre pour un commerçant français. Ils contournent les normes, cassent les marges, saturent les rayons numériques, écrasent les algorithmes et dictent les tendances. Ce n'est pas du commerce, c'est une prise de terrain. Alors demain, quand JD.com contrôlera une partie du retail physique européen, une question dérangeante se pose: est-ce que nos magasins ne deviendront pas eux aussi des vitrines de produits chinois, des étages entiers de marques importées, des promotions agressives venues d'Asie, des mises en avant construites par des algorithmes entraînés en Chine? Virtuellement, rien n'empêchera un acteur dominant, surtout soutenu par un État, de pousser ses propres marques, ses propres fournisseurs, son propre modèle. À force de laisser partir nos entreprises, nous ne perdons plus seulement des parts de marché, nous perdons des réflexes, des comportements, des infrastructures entières, ce qui façonne la manière dont un pays consomme, se cultive, se divertit. Alors une question s'impose, simple mais brutale: si nous ne contrôlons plus nos chaînes, nos données, nos magasins, ni nos systèmes, qu'est-ce qu'on contrôlera encore vraiment ?